Bonjour mesdames, alors j'espère que vous allez bien. On va continuer nos shiurim sur, en fait on va essayer de parler des midot, comment on avait démarré les midot. Ouais, de parler des midot et bon, on va voir concrètement comment ça s'exprime, comment ça se gère, les midot. On va essayer de parler de la patience. Aujourd'hui la patience, ouais, c'est un sujet qui nous touche tous, ouais, en tant qu'épouse, en tant que mère, etc. Ouais, en tant que belle-mère, en tant que tout ça, il y a des, en tant que belle-fille, évidemment. Voilà, être femme, voilà, de savoir comment on arrive à gérer, ouais, de gérer, la patience, c'est important la patience, ouais, parce que quand on est impatiente ou quand on n'est pas capable, parce que prise par des émotions, des responsabilités, on a du mal à réfléchir, ouais, on se dit si j'avais réfléchi, et c'est vrai que la pression exercée par les exigences de la vie, ouais, c'est ça, font qu'on n'est pas forcément capable de pouvoir décider avec du bon sens. Voilà. Alors il y a beaucoup d'exemples dans la Torah, ouais, où on voit effectivement que des erreurs ont été faites sous pression. Vous savez, par exemple, vous allez voir que c'est important de comprendre aussi nos enfants, parce que on a forcément un Bechor dans la famille, ou souvent une fille ou un garçon qui est Bechor. Le Bechor, c'est l'aîné de la famille. Il y a une pression en fait existentielle qui est le fait d'être un Bechor. L'aîné de la famille, ouais, qu'il le veuille ou non, il est le premier enfant né. Ouais, c'est pour ça que vous savez, c'est marqué, le Maharal rapporte, il dit que, en parlant du Bechor, c'est marqué Kaved et avicha ve et imecha. Maintenant, on sait que il y a une dracha, une explication supplémentaire sur tous les itim de la Torah, le fait qu'on ait rajouté des mots qui a priori ne servent à rien, mais quelque part ça sert à quelque chose. Et, on dit les rabots, c'est pour inclure le acha Bechor, ouais, le grand frère, voilà, le grand frère. Et donc c'est marqué respecte ton père et ta mère, honore tes parents, et c'est pour rajouter honore aussi ton grand frère. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'on a introduit le respect du grand frère, voire des fois de la grande sœur, dans le contexte d'un respect des parents. Qu'est-ce que ça a à voir? On aurait dû distinguer, faire la différence entre respecter ses parents, c'est une chose, et faire un passouk ou donner une autre version du verset du respect de son grand frère. Vous avez compris? En quoi il y a un lien entre les deux relations? Alors pourquoi il faut respecter son grand frère? Pourquoi plus lui que les autres? Et pourquoi on a introduit cette mitzvah dans celle de respecter ses parents? Alors, il faut savoir que le premier enfant né pour des parents, c'est une fierté. Ouais. Voilà, c'est notre premier enfant. Voilà, on est devenus des parents parce qu'on a eu cet enfant. Et donc, quelque part, il revêt le fait du respect parce que, quelque part, il est le premier enfant né. Donc, nous qui sommes les deuxièmes, ouais, en respectant son grand frère, indirectement, on respecte ses parents. Vous comprenez? C'est ce qu'explique le Maharal de Prague. Qu'en fait, en respectant son grand frère, indirectement, on respecte ses parents, qui est, oui, parce qu'il est la fierté de ses parents. Donc, indirectement, je respecte mes parents, j'honore mes parents en respectant mon grand frère. Mais quelque part, il y a une pression. La pression d'être un grand frère. Ça veut dire que dès qu'il y a un problème, on va s'adresser au grand frère. On va s'adresser à l'aîné de la famille. Donc, il a cette pression sur lui. Peut-être que, quand la Torah nous dit « Kadesh likol bechor », qu'il faut sanctifier l'enfant né, le premier enfant né, et qu'il faut racheter cette Bechora. Vous avez vu que le papa, il va racheter la Bechora de son fils. Pourquoi il faudrait racheter la Bechora? Peut-être que de racheter la Bechora, de racheter le droit du premier-né, peut-être que c'est de lui enlever cette pression. On dit, tu es le Bechor, mais t'inquiète pas, je te rachète ta Bechora. Vous avez vu? Parce que, bizarrement, la pression exercée, vous avez vu que tous les enfants nés, premiers-nés dans la Torah, ils ont eu tous des problèmes. Parce que la pression du Bechor. Vous avez vu la pression du Bechor. C'est difficile de faire des choix lorsqu'on a des pressions. C'est un exemple que je vous donne pour vous dire que lorsqu'il y a une pression existentielle, sociale, maritale, en fait, on a du mal à la gérer et à faire des choix cohérents. Vous avez vu que, par exemple, Caïn, sa mère lui dit, tu t'appelles Caïn. Vatomer, c'est elle qui lui dit, tu t'appelleras Caïn. Pourquoi? Parce que Kaniti Ish et Hashem. J'ai acquis un enfant, un Ish, Kaniti Ish, donc en parlant de cet enfant, c'est Ish étant cet homme, avec Hachem. Ça veut dire qu'il faut que tu saches, mon chéri, que tu es le premier enfant né du premier couple de l'humanité, quoi. Donc elle lui dit, tu es le premier enfant né. Qu'est-ce qui va se passer? S'il a les aptitudes pour l'être, super. Mais sinon, il va toujours essayer d'être le premier. Toujours. C'est pour ça qu'il va y avoir un conflit existentiel entre lui et son frère Evel. Evel en hébreu, ça veut dire quoi, Evel? Evel, c'est la vapeur. Evel Avalim, c'est ce qui est secondaire, vous avez compris? En fait, il s'appelle Evel, il est secondaire. Lui, il s'appelle Caïn. Ma mère m'a dit, je m'appelle Caïn.
qu'est-ce qui va se passer? Ben, bizarrement, il y a marqué Vatosef. Elle a eu un deuxième enfant, Chava. Mais Vatosef la Ledet, Rachid nous explique qu'il est né avec deux jumelles. C'est-à-dire que chaque enfant est né avec sa jumelle. Caïn, il est né avec sa jumelle. Mais Evel, bizarrement, il est né avec deux jumelles. Bizarre. On sait pertinemment que le privilège du Bechor, c'est d'avoir plus que son petit frère. Ouais, dans les rouchas, dans l'héritage, etc. Et là, on voit que bizarrement, il y a une différence qui déjà se manifeste par le fait qu'il soit de second. À part ça, on verra plus tard que nous dit le Ramban que Evel, il a inventé, il a compris la notion du korban. Il fallait remercier Hachem, il va amener un korban, un sacrifice pour Hachem. Et son frère Evel va copier son frère. Mais c'est marqué là-bas que Hachem, il va agréer le korban, le sacrifice de Evel, au détriment de son frère. Et là, c'est marqué Vaïcharaf. Là, il s'est mis en colère. Caïn, il s'est mis en colère. Vaïcharaf, Vaïplou Panav. Il est devenu blanc, blême, comme ça. Et Hachem lui dit, mais lama charaaf, pourquoi tu te mets en colère? Lama naflou panecha. Vous avez compris? Bon. Mais pourquoi il s'énerve? Pourquoi il s'énerve? Ben, il s'énerve parce que c'est lui l'aîné. Ça va? Il s'énerve parce qu'on lui a fait la honte devant son petit frère. Vous avez compris? Voilà. C'est-à-dire que la pression, vous avez vu que la pression exercée par le fait d'avoir un droit ou un statut particulier, fait qu'il ne va pas réfléchir. Hachem lui dit, mais pourquoi tu t'énerves? Ben, quelle est la question? Pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve parce que tu m'as refusé mon korban. Je m'énerve parce que tu m'as fait la honte devant mon petit frère. Voilà la honte. Ouais, c'est ça. Benaflou Panav. C'est quoi la question d'Hachem? Évidemment qu'il a eu honte. Évidemment que ça se fait pas. Évidemment que, a priori. Oui. Mais non, en fait, il est pris de panique parce que quelque part, il n'arrive pas à réfléchir. Il est tellement dérangé, dégêné par ce qui se passe. Il est tellement sûr que c'est lui le Bechor et que c'est un droit qui lui revient d'être respecté en tant que Bechor, en tant qu'aîné, qu'il ne comprend même pas comment Hachem il a pu lui refuser son korban. Vous avez compris? C'est moi l'aîné. Encore si tu avais refusé à mon petit frère, j'aurais compris. Mais moi, tu me refuses à moi mon korban. Hein? En fait, le problème, c'est que quand on est dans une situation comme ça, on ne réfléchit pas. C'est quoi la question, en fait? La question, c'est comme ça. Mais c'est moi, Hachem. C'est moi, Hachem. Donc si j'ai refusé ton korban, c'est qui a un problème? C'est toi ou c'est moi? Il s'énerve. Quand on s'énerve, c'est qu'il a eu tort de refuser mon korban. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il m'a vexé, il m'a offusqué. Vous avez compris? Mais c'est moi, Hachem. Donc si j'ai refusé ton korban, c'est pas forcément ça n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Au lieu de dire j'ai fait une bêtise parce que Hachem a refusé mon korban, qu'est-ce qu'il a pu faire mon frère qui lui a été agréé? Alors je vais aller voir chez mon petit frère et je vais voir qu'il a amené du beau bétail, il a amené de ses bechorot, de ses aînés, du plus beau qu'il avait pu apporter. Alors que lui, Caïn, il avait amené mes perot garoua, c'est-à-dire des mauvais fruits. Des fruits qu'il aurait peut-être, je sais pas ce qu'il aurait pu faire avec, c'est pas les plus beaux en tout cas. Il est marqué Mechel Ben, il a amené les plus gras. Rachid nous dit pourquoi on nous dit qu'il a amené les plus gras, ces animaux les plus gras, Evel, et pas qu'il a amené les plus beaux Caïn, pour nous dire que lui il a amené les plus beaux bétail qu'il avait, et l'autre il a amené ce qu'il n'avait pas de meilleur. Voilà. En fait, on voit il y a quelque chose qui n'allait pas dans son korban. Quand on est Bechor, on est sûr de soi, on exige des choses, et on n'arrive pas à réfléchir. Vous avez compris ce qui se passe? Parce qu'on s'attend surtout pas à ne pas être respecté dans son rôle de Bechor. Vous avez compris? Donc c'est dur, il faudrait qu'il ait eu la patience, l'humilité. La compréhension, c'est de se dire, mais c'est pas parce que je suis Bechor que j'ai des droits sur les gens. C'est parce que tu es une mère que tu as des droits sur tes enfants. Tu n'as pas de droits. Par contre, tu as des devoirs. Tu dis, mais respecte-moi, je suis ta mère. Ou respecte-moi, je suis ton grand frère. Ben non, tu n'as pas de droits sur moi. Par contre, moi, j'ai le devoir de te respecter. Mais pas que tu m'imposes le respect. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on n'a pas la patience. Parce que des fois, on est sous pression. La pression exercée par le fait qu'on se pense être. Voilà. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Ça veut dire que, quelque part, on voit des exemples ici où effectivement, ouais, il y a un mélange. C'est bizarre, mais il y a un mélange à la fois de valeurs sûres, des valeurs qu'on doit avoir, que, voilà, le Bechor, c'est une valeur dans la Torah, c'est vrai. Le fait d'être un Bechor, d'être un aîné, c'est une valeur. Seulement, il ne faut pas être tributaire de ça. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Il ne faut pas être tributaire de la pression exercée sur soi, parce qu'elle nous empêche de réfléchir et d'être lucide dans la réalité de tous les jours. L'exemple, celui-là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vous expliquer, vous vous rendez compte, il s'est mis en colère. Dit là-bas, parce que là-bas c'est marqué dans le Targum Yonatan Benouziel, c'est marqué Vayomer Caïn et Evel Achiv. Il a dit Caïn à son frère Evel, et après il m'a arrivé Yaakov, il s'est levé, il a tué. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. C'est pas marqué dans la Torah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Vayomer Caïn et Evel Achiv, on ne sait pas. C'est pas marqué ce qu'il lui a dit.
Mais là-bas, il explique le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit qu'en fait, il a dit, Caïn, il a dit à son frère Evel, let din velet dayan. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de juge. Alors qu'on sait pertinemment que Caïn, c'est un prophète, puisque Hachem lui parle. Et il a dit, let din velet dayan. Vous avez vu ce qui se passe? Et lui, il dit, mais bien sûr qu'il y a un jugement. Il a dit, il n'y a pas dans la baba, il n'y a rien du tout ça. Voilà ce qu'il a dit à son petit frère. Et l'autre, il dit, mais bien sûr qu'il a dit, ah bon, tiens, il l'a tué. Ça veut dire qu'on voit que la pression qu'on exerce sur les gens, ou le droit que les gens pensent avoir sur eux-mêmes, ça leur donne des droits. Ça veut dire que on voit que le premier réflexe, c'est d'éliminer ce qui nous fait défaut. D'éliminer ce qui nous fait défaut. C'est-à-dire que si Hachem il a fait un choix qui me dérange, alors logiquement je vais essayer d'éliminer ce qui me dérange pour qu'Hachem n'ait pas d'autre choix que de me choisir. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez compris? Ça c'est la logique de la pression exercée sur soi. On n'arrive pas à être lucide, on n'arrive pas à réfléchir, à se dire mais au lieu d'avoir l'humilité de dire oh là si Hachem m'a refusé mon combat, c'est que j'ai dû faire une erreur. Vous avez compris? Non, on n'a pas cette lucidité-là, naturelle, parce que on revendique quelque chose. Vous avez compris? Et le fait de revendiquer quelque chose, ça nous empêche de voir les choses dans leur vraie réalité et pas de les confondre avec quelque chose. C'est ça que dit Hachem. Hachem lui dit im tetiv seet. Est-ce qu'il y avait un problème d'éducation ça? Oui, parce que oui, mais ça veut dire que. Parce qu'il est né que le second. C'est vrai. En tout cas, on voit qu'Hachem ne s'est pas adressé à ses parents. Hachem il s'est adressé à Caïn. Il lui dit im tetiv seet. Si tu t'améliores, je te pardonne. Et sinon, la pétach chatat rovetz. La pétach à la porte, chatat, la faute, rovetz, elle est tapis. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? D'abord, il a dit si tu t'améliores. C'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire. On nous dit, vous savez, voilà ce qui se passe, il faut faire tes chouvas. D'accord, je veux bien, mais il faut faire quoi? Et si tu t'améliores, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que fasse Caïn pour s'améliorer? Im tetiv seet, si tu t'améliores, je te pardonne. Et bien imlo, tetiv, et si tu t'améliores pas, attention, hein, la pétach chatat rovetz, ça veut dire que la haine, la jalousie, la pression exercée en tant que béchor sur toi-même, elle est sous-jacente, c'est-à-dire qu'elle est dans ton cœur, elle est à la porte. Il suffit que tu vas rencontrer ton frère, tu vas le tuer, c'est comme ça. Parce que tu ne supporteras jamais sa présence, etc. Donc c'est juste à la porte de ton cœur. Le yetzer, il est juste à la porte de ton cœur. Et donc il faut s'améliorer. Ça veut dire que si tu t'améliores, tu pourras contrôler. Si tu t'améliores pas, tu vas forcément fauter. Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, il a fauté. Après, Hachem lui dit, il est où Evel Achicha? Il a répondu, je ne sais pas. Est-ce que je suis chômeur de mon frère? Oui. Et qu'est-ce qu'il a cru qu'il lui a dit? Il a dit, mais il est où ton frère? Oui. Il a répondu, je ne sais pas. Mais est-ce que vous pensez que c'était ça la question? Non. Hachem, il n'a jamais demandé où est-ce qu'il est ton frère, parce qu'évidemment qu'il savait où il était. Alors, Rachid il faut rentrer en discussion. Ça, c'est le sens littéral. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, il est où ton frère? Au fond du fond, ça veut dire quoi? Hein? C'est ça. Exactement. Très bien. Ça veut dire quoi? Il est où Evel Achicha? Evel, c'est Achicha. Evel, c'est ton frère. Et ton frère, c'est Evel. On a l'impression que c'est redondant. Vous avez vu? Il est où Evel Achicha? Pourquoi Hachem il a besoin de dire Evel est ton frère? En fait, il a voulu dire deux choses. Il est où Evel? Evel, il a un prénom, Evel, d'accord? Mais s'il a un prénom, c'est qu'il est différent. S'il a un prénom, c'est qu'il ne s'appelle pas Caïn, donc il est forcément différent de toi. Il est forcément différent, il a une identité différente, il a une personnalité différente. Mais si tu avais su définir Evel, et que tu avais vu la valeur que représente Evel, est-ce que tu l'aurais tué? Non. Tu sais pourquoi tu l'as tué? Parce que tu n'as jamais su définir qui était Evel chez toi. Il est où Evel dans ton cœur? Il est où ce Evel si tu avais su définir, si tu avais su t'attacher aux valeurs que représente Evel? Parce que tu as dit, il est Evel. Il est secondaire. Moi, et j'ai pas envie de penser qu'il est quelque chose, parce que s'il est quelque chose, il va se mettre en porte-à-faux avec moi et je veux pas savoir qu'il y a quelque chose qui nous oppose. D'accord? Mais tout ça parce que la pression, vous avez compris, il n'est pas capable d'avoir la patience d'aller découvrir l'autre. Il dit, si tu avais su définir Evel, tu l'aurais pas tué. Parce qu'il est où maintenant Evel chez toi? Il n'est pas là. À part ça, hein, Achicha. Ok, tu n'as pas su définir ton frère, mais la fraternité. Si tu avais développé le sens de la fraternité, tu avais réfléchi à ce que c'était d'être fraternel, et que tu as vu les valeurs de la fraternité, combien c'est important d'être frère, est-ce que tu l'aurais tué? Ben non.
Donc il est où Evel et il est où Achicha? Elle est où cette fraternité chez toi? Et il est où Evel chez toi? Si tu l'avais su, c'est ça si tu t'améliores. Ça veut dire quoi s'améliorer? C'est de trouver des arguments qui vont refouler le désir de l'éliminer. Ben, comment tu vas faire? Ben, c'est simple, tu vas essayer de retrouver quelque chose qui donne envie de vivre avec. Ça s'appelle la fraternité. Et ça, le Yitzhara, il ne pourra rien faire contre ça. Autant que si tu sais définir ton frère, autant que tu sais te définir toi-même, tu ne vas pas te tuer. Parce que tu vaux quelque chose. Et ben tu vas pas tuer ton frère parce qu'il vaut quelque chose. Qu'est-ce qu'il vaut? Ben je vais chercher chez lui qu'est-ce qui définit Evel. Vous avez compris? Donc si tu l'avais fait, c'est ça, Intétif Sehet. Et si tu l'avais fait, vraiment, alors tu aurais trouvé la patience. Et tu aurais eu honte d'avoir pensé une chose pareille. C'est ça. Ça veut dire que lorsqu'on est spontané dans sa vie, ou lorsqu'on n'a pas le temps, on n'arrive pas à se laisser le temps ou à avoir la patience de réfléchir, on est propulsé par quelque chose qui est de l'ordre, quelque part, ça paraît honnête, ça veut dire que c'est des choses qu'on veut défendre dans la vie, ouais, et on se rend compte qu'en fait, on est prisonnier quelque part d'une forme de responsabilité, qui est celle, ici dans l'exemple de Bechor, d'être un Bechor, mais quelque part, il faut jamais ça soit un préjudice, mais qu'au contraire, ce soit une force, vous avez compris? Quand est-ce que j'arrive à maîtriser ça et que ça soit un avantage, et quand est-ce que j'arrive pas à maîtriser ça, ouais, et je pense que j'en ai des droits et on doit me respecter, etc., etc. Même Hachem, vous imaginez, même Hachem n'a pas respecté. Il a été accepté le korban de mon frère. Mais parce qu'on a une mauvaise compréhension au départ de ce que veut dire être un Bechor, du rôle qu'on a joué dans sa vie. On croit qu'on a des droits sur les gens, mais t'as aucun droit sur les gens. Il a même cru que même Hachem, il n'a pas respecté son droit. Le droit d'être un Bechor. Oui, il m'a fait honte. Il m'a fait ça, vous avez compris? Jusque-là, il a été Chas v'Shalom. Après, qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'on n'ait pas compris le rôle qu'on a dans sa vie, ça fait défaut. Jusqu'au point d'aller Chas v'Shalom renier Hachem. C'est énorme. Vous avez compris ce qui s'est passé? Let dit velet dayan. Par frustration émotionnelle, il a refoulé Hachem, comme si qu'il ne m'avait pas respecté. Vous avez compris? Et ça, c'est vrai pour des gens qui, au départ, ont un respect. Au départ, vous avez compris, il est prophète, et c'est un avis... Caïn, puisqu'il parle avec Hachem. Quelque part, il est conscient de ce qu'il est, mais par frustration d'avoir été vexé par ce qu'il adule, alors il a refoulé complètement. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut faire attention, qu'on essaie d'être respecté par nos parents. On peut être adulé par nos enfants, mais il faut faire très attention de respecter ceux qui nous respectent. Parce que sinon, ça crée un refoulement aussi puissant que l'amour qu'on a pu créer entre nous. Vous avez compris? Ça existe en couple, ça existe avec les enfants, avec toutes les personnes ça peut être avec un rave, ça peut être avec ce que vous voulez. Il y a des enfants qui ont été vexés par leur rabbanim, ils ont rejeté la Torah. Comme ça. Pourquoi? Parce pour lui, c'était l'être parfait, voilà, ou la Torah, c'est ce qui nous rend parfait. Et il a vu que ça correspondait pas du tout à ça. Il dit, mais c'est ça la Torah? Je veux pas de cette Torah. Le problème, c'est qu'il fait un amalgame entre la personne, l'homme, et la Torah. Ouais, il faut lui expliquer, il y a deux choses différentes. Il y a ce que la Torah est émette. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que les gens font avec? C'est autre chose. Donc, vous avez compris le problème? C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'on met des étiquettes. Alors, on nous apprend à mettre des étiquettes sur les choses, sur les gens. Et le problème, c'est qu'après, les gens ils disent, mais ça correspond pas à l'étiquette. Alors, donc, je refoule ce qui m'a amené à croire que c'était ça, comme ça que ça devait se vivre. Non. Tu dois faire la différence entre l'homme et la Torah. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il a fait des erreurs que ça remet la Torah en cause. On dit, oui, mais il représente la Torah. Il ne fait que représenter. Mais c'est pas la Torah. Vous avez compris? C'est pareil. Tes parents ne représentent que la valeur parentale. Donc ne refoule pas tes parents sous prétexte que tu n'as pas... Non, tes parents peuvent faire des erreurs. Et la patience de faire des nuances. Et si tu sais faire des nuances, tu peux comprendre. Vous avez compris? Si tu sais faire des nuances, tu peux comprendre et tu n'es pas forcément victime de la pression exercée sur toi. Vous avez compris? Un petit peu comme, vous avez vu, ce qu'on a pu reprocher par exemple à Réhouven. Bon, Réhouven est le Bechor de Yaakov Avinu. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Que lorsque Rachel est morte, qu'est-ce qu'a fait Yaakov Avinu? Il a pris le lit qu'il avait mis dans la chambre de Rachel et il a été carrément mettre son lit dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Et lorsque Réhouven voit ça, qui est le Bechor, il est le premier enfant né de Léa, il dit, mais pour ma mère c'est un affront, je suis désolé, c'est un affront. Comment il a pu faire ça? Mon père, il a pris le lit dans son lit, il a allé le mettre dans la chambre de la servante. Ça se fait pas. Hein. Vis-à-vis de ma mère, ça se fait pas. Et donc il s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de son père, il a carrément il voulait éduquer son père, quoi. Voilà. Et donc il a pris le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Voilà ce qu'il a fait. D'accord? Vous avez vu que spontanéité. Ça veut dire qu'il a fait ça. Il avait raison ou pas? Il était vexé pour elle, la pauvre ma mère. Hein. C'est des émotions qu'il a pu avoir qui sont vraies. Et c'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai. Ça peut être vrai, mais est-ce que c'est vrai?
Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a pensé? Que son père, il ne respectait pas sa mère. C'est ça qu'il a pensé. Il dit, mais ça se fait pas, devant elle, de faire une chose pareille. Mais vous imaginez, le soir, il va dormir avec, dans la chambre de la servante et pas dans sa chambre à elle. C'était très vexant. Et donc, il prend en charge, en tant que Bechor, la souffrance de sa mère. Il dit, ça se fait pas, papa, il s'est trompé. Il prend le lit de son père et, vous avez compris? Voilà. Un, par responsabilité. Deux, par engagement vis-à-vis de sa mère, etc. Il a des bons sentiments. Seulement, il s'est trompé. Ça veut dire quoi, il s'est trompé? Ouais. Ça veut dire que quelle est l'erreur? C'est ça qu'il faut comprendre. À chaque fois, il faut réfléchir quelle était l'erreur. C'est marqué dans la Torah, dans la paracha de Vaïchi, ouais. C'est marqué là-bas hein, que qu'est-ce qu'a dit Yaakov à son fils quand il a voulu bénir ses enfants. Il a voulu en fait leur dévoiler la fin des temps et finalement il a dit à la fois des brachot et des reproches à ses propres enfants. Il a dit Reuven Bechori ata. Reuven, tu es mon Bechor, tu es mon aîné. Il y a marqué Yeter Seet. Yeter Az. Yeter, c'est en plus. Seet, c'est Nissiout Kapaim. Seet, ça veut dire que tu devais bénir le peuple juif. C'était toi le Kohen. Yeter Seet. Tu avais en plus de tes frères, tu es le Bechor. C'était toi le Bechor. Le Bechor de tous mes enfants nés, mais tu avais une puissance supplémentaire, un supplément d'âme qui était quoi? Tu devais bénir tout le peuple juif. Yeter Seet. Yeter Az. Tu avais autre chose. Az, la puissance. Rachidi, la royauté. La royauté devait passer par toi. Tu devais être le Kohen qui devait bénir le peuple juif. Tu devais être la Gdusha du Kla Israël. C'est lui qui va être l'intermédiaire entre Hachem et les hommes, le Beth Amikdash. Tout ça, c'est toi, Chazak. À part ça, le dirigeant du peuple juif, c'est toi. C'est toi le roi d'Israël. Yeter Seet, Yeter Az. Pachas Kamaim Al Totar. Il t'est rien laissé de tout ça. Al Totar, tu as tout perdu. Parce que Pachas Kamaim, tu étais impétueux comme l'eau qui coule. Ouais. Bilbel Itzuala, et tu as désacralisé la couche d'Akadosh Baruch Hu parce que la Shekhina résidait sur le lit de Yaakov Avinu. En déplaçant le lit, tu as déplacé la Shekhina. Voilà, une grande erreur. Vous avez compris? Il a perdu la Keuna, il était plus Kohen. Ça a basculé sur Aaron Cohen et Lévim. Tu as perdu la royauté, c'est passé chez Yehuda. Ça va? Et ta propre Bechora, tu l'as perdue, elle est passée chez le Bechor de Rachel qui était Yosef. Vous avez vu ou pas? Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Il dit parce qu'il a pris les de son père. Parce qu'il n'a pas été patient. C'est un Pachas Kamaim, impétueux qu'il était. Ça veut dire que quand vous réfléchissez à ce qu'on fait, nous on dit je vais faire tes chouvas. Vous savez quoi? En fait, je me suis rendu compte que j'aurais jamais dû déplacer l'île de mon père. Ça c'est vrai, ça se faisait pas. J'ai pas bien réfléchi. Excuse-moi papa. Je ne recommencerai plus. C'est ça le problème? C'est ça le problème? Hein? Ou le problème c'est l'impétuosité. Le problème c'est d'agir sans réfléchir. Parce qu'aujourd'hui c'est l'île de son père, demain c'est avec sa femme, avec ses enfants, avec n'importe qui. Il dit excusez-moi j'ai pas réfléchi. Et je suis impétueux et je fais sans réfléchir. Vous avez quoi? Mais c'est légitime d'un côté, parce que ma mère la pauvre, et etc. Comment il a osé mon père. Et cette frustration-là, elle est puissante. Et elle me fait agir sans réfléchir. Mais je suis sûr de mon fait. Vous avez compris ce qui se passe? La pression qui est exercée sur soi, elle nous amène à faire des choses sans réfléchir. Parce qu'on veut défendre la loi, parce qu'on veut défendre sa mère, parce qu'on veut défendre des choses. En fait, mais c'est sur une interprétation, c'est vrai? C'est marrant parce que, quelque part, il défend sa mère, mais il prend des initiatives au détriment de son père. Vous avez compris? Le travail des midotes, ça compte pas. Comment? Le travail des midotes, ça compte pas. C'est-à-dire que... Ça compte pas, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Pardon. C'est-à-dire qu'en fait, ok, la téchouva, ça suffit pas, mais la prise de conscience que c'est ce défaut-là qui doit travailler, et qui le travaille, s'il a l'intention de la travailler, super. Alors pourquoi il perd la... C'est vrai. A priori, Hachem a jugé, à travers Yaakov et nous, il n'y arrive pas. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est plus fort que lui. Ça veut dire qu'on peut perdre. Ça veut dire qu'on peut tous travailler une mida, mais ne jamais être... En tout cas, on ne l'espère pas. Mais ça veut dire que quelque part ici, ce qu'Hachem a jugé. Ouais, que ou bien, vous savez, parce que... c'est parce que... il y a deux choses à comprendre. Parce que ici, il y a marqué vous savez, c'est marqué dans le Midrash, que marqué Vaishma Reuven, Veyatzilu Miyadam. Il a entendu Reuven alors qu'il avait condamné Yosef. Après qu'ils aient jugé Yosef. Ils ont jugé Yosef, ils ont jugé qu'il était coupable. De quoi? D'avoir prétendu qu'il allait être roi d'Israël. C'est comme ça qu'ils ont compris le rêve, que Yehuda va se prosterner devant son frère.
Ça va, donc il va prendre la royauté d'Israël. Ça veut dire que soit il va déchoir Moshe Yehuda, soit on va être obligé de couper en deux le clan Israël. Il y aura le roi Yosef et le roi Yehuda, ce qui n'est pas possible. C'est comme ça qu'ils ont compris le rêve. Et donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? De le condamner. Parce que Mored Bemalchut Raemita. Comme ça, le Shla Kadosh explique que le jugement a été fait, que s'il se rebelle contre la royauté d'Israël, il est condamné à mort. On ne peut pas rentrer dans ce conflit-là. Ça va? Il a jugé, donc, et parmi les frères, Réhouven a condamné son frère Yosef. Là-bas, c'est marqué Vaishma Réhouven. Il a entendu Réhouven. Et il a été sauvé, son frère. Il a été sauvé, ça veut dire qu'il a été capable de changer ce qu'il avait décidé, au détriment de ce qu'il avait décidé, de condamner son frère à mort. Il a dit non, je vais lui sauver sa vie. Qu'est-ce qu'il a pu entendre, demande Midrash, qui l'a fait changer d'avis? Il est marqué, il a entendu le rêve. Il est arrivé de combien d'étoiles, Yosef? 11. Est-ce que Réhouven, il faisait partie des étoiles? Il y avait 12 enfants, 12 garçons, ouais, oui. Et donc s'il y avait 11 étoiles plus Yosef, il y avait forcément Réhouven. Mais non, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu que l'étoile de Réhouven, elle brille dans le ciel. Ça veut dire que Hachem, il a pardonné la faute de Réhouven. Il a dit, il m'a pris ça, waouh, je suis reconnaissant vis-à-vis de Yosef, je vais lui sauver sa vie. Akaratatov. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Donc, est-ce que la teshuva qu'il a faite a été agréée? Oui, très bien. Donc, si elle a été agréée, comment ça se fait qu'on lui a retiré la Bechora? Comment ça se fait qu'on lui a retiré le droit d'être un roi, d'être un Kohen? Puisqu'on sait bien qu'à teshuva, ça efface les fautes, on est d'accord ou pas? Alors, si ça efface les fautes, comment ça se fait qu'on nous a dit que non, c'est fini, tu seras plus le roi d'Israël, tu seras plus Kohen comme c'était prévu, non, c'est pas toi, ça sera les autres. Mais comment ça? Il a fait teshuva. Donc, s'il a fait teshuva normalement, il aurait dû récupérer ce qu'il a perdu, oui ou non? Comment? Il lui a fallu une preuve. La preuve, il a mis son étoile qui brillait. Peu importe. En tout cas, ça a été réparé ou pas? Dites oui. Oui. Très bien. Donc ça a été réparé. Donc ça a été réparé, le Chora. Je vois pas pourquoi on lui reprocherait d'avoir perdu la Keuna. Vous avez compris ou pas? En vérité, il faut comprendre deux choses. La Teshuva, ça efface les erreurs. Mais est-ce que ça répare le caractère? C'est ça le problème. C'est ça. En fait, ça répare les erreurs. En fait, je regrette d'avoir fait. Est-ce que ça répare mon caractère? Je suis pas rascamé, moi je suis impétueux, moi je suis tout feu, tout flamme. J'ai compris, mais des fois c'est bien, des fois ça l'est pas. C'est ça que tu dois contrôler. C'est ça. Et ça, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est qu'en fait, il y a deux choses dans la Teshuva. C'est pour ça que c'est marqué là-bas que quand on a vendu Yosef, alors que Rouven avait mis Yosef dans un bord, dans un trou pour lui dire, écoute, t'inquiète pas, je repasse ce soir et je te récupère et je te ramène chez tes parents. Et là, on voit que quand il a été vendu au Médanim, là, il n'était pas là, Rouven. Comment ça se fait? Rachid donne deux explications. 1 et 2. Première explication, il dit que Avidek Kiboudavem a tour de rôle, les frères. Et là, c'était le tour de Rouven. Ou bien qu'il était en train de faire teshuva sur la vera qu'il avait faite, d'avoir déplacé l'île de son père. Vous avez vu ou pas? Pourquoi Kiboud Avaim? Parce que manifestement son problème, c'est qu'il n'a pas respecté son père. Comment il a pu prendre l'initiative au détriment de son père, de prendre l'île de son père et de le dépasser dans la chambre de sa mère? Comment il a fait? Parce que son père n'avait pas le poids que représentait sa mère pour lui. Parce que s'il était tiraillé entre mon père, il a fait ça, ouais, et ma mère, l'affront qu'elle a, j'ai dit, je sais pas quoi faire. Au moins, je vais peut-être voir mon père. Je dis, papa, je comprends pas. Tu peux m'expliquer pourquoi, excuse-moi de te déranger, mais bon, j'imagine que tu te rends compte de ce que tu fais, parce que maman, elle est dans sa chambre toute seule. Tu sens l'affront que c'est. Je dis, ouais, mais je vais t'expliquer. Voilà, il y a la shrina, il y a machin. Il n'a pas été consulté son père, parce que il manquait du poids. Vous avez compris? Ça veut dire que la teshuva, c'est pas de dire, ah oui, je regrette, dorénavant, je vais plus faire au détriment de mon papa. Il faut que tu sois capable d'avoir la force de respecter ce que tu dois respecter. La teshuva, c'est aussi comportemental, c'est-à-dire, tu vas essayer de nourrir chez toi cette capacité à respecter ton papa. Qu'est-ce que tu fais? Kiboud Avaim. Tu vas le voir, tu vas lui parler, tu vas le servir, tu vas te rendre compte des valeurs que ça représente. Et maintenant, si tu as un problème, tu auras la force de maîtriser ton impulsion parce que tu respectes. Vous avez compris? C'est ça le kavod. Vous avez compris? Parce que je respecte les gens, alors je me permets de ne pas prendre l'initiative au détriment des autres, ça va? Là, qu'est-ce qu'il avait? Énervé qu'il était, il a pris de son père, il dit, je vais l'éduquer, quoi, je vais éduquer mon père, je vais lui expliquer comment, voilà, c'est pas comme ça qu'on vit, c'est pas comme ça que ça se fait. Mais comment tu as pu prendre l'initiative? Ça veut dire qu'il manquait du kavod. Et c'est ça que je vais faire. Je vais respecter mon père, et parce que je respecte mon père, je ne prendrai jamais plus l'initiative sans l'interroger, ou en respectant ce qu'il représente pour moi. C'est ça que ça veut dire.
Donc comment j'arrive à me maîtriser dans ma vie? Parce qu'il y a des valeurs qui vont contrebalancer mon Yetzirah, de me dire, moi je croyais que c'était légitime, vous comprenez, j'étais sûr de moi. Non, par Kamaim. Ça veut dire que tu es impétueux, comme l'eau qui coule. Ça veut dire que tu ne contrôles pas, tu réagis du tac au tac. Non, des fois c'est super. Très bien, c'est-à-dire que tu es active, tu es réactive, tu es réactive dans ta... Super. Mais attention, des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Mais d'ailleurs, quand il condamne Youssef, finalement, il refait encore la même erreur, parce que, en fait, en condamnant le... Il l'a condamné avant d'entendre. Ouais. Mais c'est-à-dire que s'il laisse faire le meurtre de son frère, eh ben, ça veut dire qu'en fait, il ne respecte encore pas son père, parce que son père... C'est vrai, Khazak, c'est vrai, c'est vrai. Il va souffrir de la disparition de son fils. C'est vrai. De quel droit? C'est ça le problème, de quel droit? Encore la mida de... Ouais. Mais tous les frères en fait, parce que la question elle se pose sur tous les autres frères. Comment ça se fait? Parce que je vais vous expliquer une chose. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce que vous voyez de façon consciente. Ça va? Mais votre cerveau, il continue à raisonner sans que vous vous rendiez compte. Ça s'appelle l'inconscient. Je m'explique. Vous avez remarqué une chose bizarre, c'est que déjà Réhouven, il prend l'initiative sans consulter son père. Ça va? Il prend le lit de son père, il le déplace. Qu'est-ce que j'ai vu moi? Moi, je suis le frère de Réhouven. Je dis je peux dire, il a eu raison, je suis désolé, il a eu raison, mais avant ça se fait pas. Ou je dis, mais comment il a osé faire un truc pareil? Ça va? Ça, c'est ce que je vois. Mais ce que mon cerveau, il retient, c'est que tu n'as pas besoin de passer par papa. Tu as pu décider sans lui. Qu'est-ce que ça peut expliquer, ça? Ça peut expliquer que quand Dina, elle a été abusée par Shren Ben Tramor, là, son père, qui était le roi là-bas, il vient voir Yaakov Avinu. Il dit, vous savez, mon fils, il s'est amouraché de votre fille et tout ça. On aurait bien voulu qu'il puisse l'épouser. Et tout à coup, qui c'est qui s'interpose? Dans le texte, dans le texte. Shimon et Lévi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, on aurait voulu épouser, qu'on puisse se marier entre nous, vous allez pouvoir explorer la terre dans laquelle on trouve, vous allez vous enrichir, et puis on mariera nos enfants entre nous. Ils ont dit, bon, bien sûr, avec plaisir, mais vous êtes incirconcis, c'est impossible. Pour nous, c'est pas possible. Il faut que vous fassiez la circoncision, la Brit Mila, et à ce moment-là, tout sera possible. Ouais, ils ont fait ça comme ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la prière, au bout de 3 jours, ils étaient complètement handicapés, ils sont venus, ils ont tué tout le monde, ils ont pris leur sang, ils sont partis. Ça va? Comment ça se fait que c'est eux qui ont pris l'initiative? Et après, leur père, Yaakov, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire? C'est grave ce que vous avez fait, vous avez tué des gens, ça va pas. Ils n'étaient pas d'accord, oui? Mais comment c'est qu'ils ont pris l'initiative sans demander? Ça va? À part ça, Yehuda, quand ils ont finalement vendu Yosef, ils n'ont pas tué, mais ils l'ont vendu, ils ont prétexté qu'il était mort, ils ont pris la thune de son frère, de Yosef, ils l'ont aspergé de sang, ils ont dit, voilà, ils ont dit, Akerna, je t'en prie, ils ont envoyé quelqu'un, Akerna, je t'en prie, reconnais la tunique de ton fils. Et il a dit, Tarav Yosef, il a pleuré son fils, Yamim Rabim, de nombreux jours. Les frères qui ont vu ça, ils ont été voir Yehuda. Vayered Yehuda me'etechav, dit le texte. Il est descendu, Yehuda, de parmi ses frères. Ça, c'est le sens littéral, c'est qu'il est parti. Le sens profond, c'est d'expliquer, Rachid expliquait, il est descendu dans l'estime de ses frères. Pourquoi? Parce que eux, ils supportaient pas Yosef. On va dire comme ça, entre guillemets. Donc, quelque part, ils ont voulu le condamner. Mais qui c'est qui a dit de le vendre? Yehuda. Yehuda, il dit, on va pas le tuer, on va le vendre. Donc, celui qui avait, été le plus d'objectivité, c'était Yehuda. Eux, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as été faire de nous dire de le vendre? Toi qui étais lucide, tu aurais dû dire, mais qu'est-ce qu'on va dire à notre père? Il va pleurer un enfant qui n'est pas mort. C'est ça ou pas? Et donc, à Matril be mitzvah, dit Rashi, quand tu commences une mitzvah, Omrim log mort, il fallait finir en nous disant, écoutez, laissez tomber, on va l'emmener à la maison. Et celui l'a pas fait. Ça va? C'est ce qu'on lui reproche. Maintenant, les frères, ils ont été sensibles aux pleurs de leur père. Mais est-ce que Yehuda, il a été sensible aux pleurs de leur père en disant, ouais, vous avez raison, on a fait une erreur, on va ramener Yosef? Non. Il est parti. Ça veut dire qu'il n'était pas sensible aux peurs. Ça va? Mais comment ça se fait qu'il n'a pas été sensible? Alors qu'il a pris l'initiative de vendre un enfant au détriment de son père. Encore une fois, vous avez compris ou pas? Comment c'est possible? Vous avez vu? Parce que quelque part, lorsqu'on fait quelque chose, il y a la partie consciente et inconsciente. La partie consciente, c'est je sais que Rouven, il a pris les de son père, il l'a déplacé. Mais la partie inconsciente, dire, tu vois, tu peux te passer de ton père. T'as pas besoin de passer par lui. C'est pour ça que les enfants, ils ont pu se permettre de passer outre la décision du père. Et c'est pareil pour Yehuda, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Il faut absolument qu'il y ait une correction qui soit faite, parce qu'il y a la partie encore consciente de ce qu'on fait et la partie inconsciente. La partie inconsciente, c'est ça. C'est un petit peu comme dans la paracha de cette semaine. Vous avez vu dans la paracha de cette semaine, oui.
comment elle s'appelle, Myriam, elle va apprendre par sa belle-sœur Tzipora que son mari s'est séparé d'elle. Voilà, tu dis Rachi. Bon. Et elle a dit, bah tiens, je plains Eldad ou Medad, et profite dans ma khané. Je dis, pourquoi tu les plains? Bah, parce que je les plains parce qu'ils vont se séparer de leur femme. Comment ça, se séparer de leur femme? Bah oui, parce que Moshe, depuis Arsinaï, Hachem lui a dit, séparez-vous de vos femmes pendant 3 jours. Et ils se sont séparés pendant 3 jours. Après, ils ont retrouvé leur vie de couple. Mais moi, mon mari, il est resté avec Hachem. J'ai commencé, mais ça va pas ou quoi? Sous prétexte de prophétie, mais ça va pas, c'est faux. Mais Arbe Moshe libère Hachem. Tu crois qu'il parle qu'à Moshe Rabbeinu, mais nous aussi, il nous parle. Et moi, il m'a jamais dit à moi de me séparer de mon mari. Et j'ai été consulté à Aaron, je lui ai demandé, tu t'es séparé de ta femme? Il dit, jamais d'avis. Et donc, elle a fait du lachon hara sur son frère. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Ça va? Ça, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Hein? Moshe s'occupe pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Arbe Moshe libère Hachem, mais moi aussi il me parle Hachem. Et pourtant il m'a pas dit de me séparer de mon mari. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu... Non mais c'est plus profond que ça. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Hein? Parce que si c'était vrai, donc, païment. Païment, mais... Il a pas compris. Il invente. Mais c'est grave ou c'est pas grave? Mais c'est très très grave. Parce que s'il invente, ça veut dire que toute la Torah Kola, de qui on l'a su? Vous avez compris? La partie consciente et inconsciente. Ça veut dire qu'elle a dit quelque chose. Mais qu'est-ce que je retiens, moi? Mon cerveau. Pourquoi vous croyez que les Meraglim, ils n'ont pas été demandés à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il en pense? Pourquoi vous croyez que Korah s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu? Tu inventes la Torah, c'est inventé, machin. D'où ça vient, ça? Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Faire attention, c'est grave, hein. Ça veut dire faire attention à ce qu'on raconte. Parce qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on a voulu dire. Mais par Haskamaïm, vous avez compris qu'il y a des caractères, il faut contrôler les choses. Vous avez compris? Quand on est des midot tovot, on fait attention à ce qu'on dit. On fait attention à ce qu'on pense. On sait que quand on interprète, je vous dis encore une fois, quand on interprète, c'est pas forcément la vérité. Tu dis, mais Yosef, il est arrivé. Mais qu'est-ce que vous allez inventer d'autre? En fait, c'était faux, c'était roi d'Égypte. Mais quand il me dit, vous allez tous vous prosterner à moi, vous êtes des gerbes, vous êtes des machins. D'abord, il me vexe parce qu'il me dit, on est des gerbes, on n'est pas des gerbes. Et puis, quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, voilà ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'ils ont interprété en pensant qu'il est le roi d'Israël, il va gouverner sur eux. Mais c'est le petit enfant, comment il ose parler comme ça? C'est le dernier de la famille. Vous avez compris quel chutzpah, quelle insolence il a de nous dire un truc pareil. C'est comme ça que c'est vécu, en fait. Mais moi, je crois que je vais aider mon frère, je vais le corriger. Ou bien, s'il est têtu comme une mule, on va être obligé de le vendre. Mais c'est-à-dire qu'il a une force de caractère Yosef qui s'impose, en fait. Ouais. Parce que Marie Roé était Rav Batson, il était berger avec ses frères. C'est lui qui les dirigeait. Mais ça veut dire que, vous avez compris, on est dans la vexation. Pourquoi? Parce qu'on revendique quelque chose. Je suis ton grand frère, tu me respectes pas, etc. Mais quelque part, on ne regarde pas la valeur de la personne, on regarde le droit que j'ai sur la personne. Et donc, ça nous met en... Le Yitzhara se manifeste, vous avez compris? Et c'est ça qui va faire que je sors de mes gonds et je ne vais pas pouvoir réfléchir. Il faut être capable d'avoir la patience et l'humilité de se dire, peut-être c'est le Yitzhara. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai pas compris je sais ce qu'a dit Yosef, mais j'ai pas forcément compris ce qu'il a voulu dire. Je n'ose pas dire j'ai compris et je vais le juger et je vais le condamner. Vous avez vu qu'on s'est trompé? C'était pas ça, ça n'a jamais été roi d'Israël, jamais de la vie, ça a été roi d'Égypte. C'était quoi les gerbes? Il a dit vous allez vous prosterner à ma gerbe. Premier rêve. Et la deuxième fois, il a dit vos étoiles vont se prosterner à moi. Pourquoi il a changé? Il a dit une fois c'est ma gerbe, une fois il a dit c'est moi. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous allez revenir en Égypte pour vous nourrir, la gerbe c'est vous nourrir. Vous allez être une gerbe fanée parce que vous allez être en demande de manger. Mais c'est moi la gerbe, c'est moi qui vous nourris. Vous n'allez pas me reconnaître. Vous allez croire que je suis un économiste. Je suis le premier ministre de l'économie d'Égypte. Vous n'allez pas me reconnaître. Vous allez croire que je suis une gerbe. Par contre, la deuxième fois que vous allez revenir, je vais vous dire que je suis Yosef. Là, vos étoiles vont se prosterner à moi. Là, vous allez comprendre que vous étiez trompé et que en vérité, c'était à moi que vous deviez. C'est moi qui devais vous nourrir. Mais en tant que frère et pas en tant que gerbe. Vous avez compris le sens prémonitoire du rêve? Mais ça veut dire qu'il avait rêvé. Mais c'était Emet ce qu'il avait rêvé. C'est vraiment la forme. Le problème, c'est la forme. La forme. C'est-à-dire qu'il a dit, vous allez vous prosterner à moi, vous êtes des gerbes. Il n'a pas mis des gants quand il parle, vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il est obligé de sortir de là-bas. Il est parti en exil parce qu'il devait travailler sur lui. On devait décaper cette capacité à s'autogérer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a tous un rôle dans la vie, c'est sûr. En tant que femme, en tant que épouse, et vous allez voir que on a envie d'être respecté. Ouais.
On a envie de, et on a des peurs, on a des craintes dans la vie. On a des peurs pour nos enfants, on a des craintes pour ses enfants, on a des craintes pour soi-même, des craintes dans la relation de couple, on a des craintes dans comment mon mari va agir, est-ce qu'il va me respecter, et moi-même. Bon. Mais ces pressions, en vérité, il faut les contrôler. Il faut savoir que je sais ce que je vais gagner, je sais ce que je vais perdre. Ça va, c'est important d'y réfléchir parce que je sais si je vais m'énerver ou si je vais je sais que j'ai pas forcément la patience. Et donc je vais des fois me mettre en colère, ou je vais essayer d'imposer quelque chose, parce que dans l'efficacité de l'énervement et dans l'efficacité de la loi que je vais imposer, je vais gagner, que j'aurai la tranquillité, etc. Seulement j'ai mis des limites qui en fait n'ont pas construit forcément l'autre. J'ai imposé quelque chose. J'ai dit, c'est comme ça, taisez-vous, rentrez dans vos chambres, ok. Mais on n'a pas forcément... Bon, on aura le silence, mais est-ce qu'on a fait grandir? Est-ce qu'on a élevé? Est-ce qu'on a donné un sens? Pas forcément. Donc on a autre chose à faire, vous comprenez? J'ai autre chose à faire que de faire de la discipline, ou j'ai autre chose à faire que de m'occuper de choses qui m'agacent. Ouais. En fait, j'ai pas cette retenue. Vous avez compris? Je n'ai pas la patience. C'est un peu comme, pour des raisons légitimes, hein, Shalom, lorsque Rachel elle a pris les trafim de son père, vous vous rappelez? Elle a pris, parce que pourquoi elle a fait ça? Parce qu'avec ça, hein, il était capable de voir l'avenir. Et comme ils se sont sauvés, elle voulait surtout pas qu'ils sachent où ils sont partis, elle lui a volé. Et comment il s'appelle? Au bout de X jours de fuite, ouais, Lavan, il pourchasse son gendre, qui était Yaakov Avinu. Il dit, mais c'est vous m'avez volé mes trafim, vous m'avez volé ma Vodazara, mon idole et tout ça. Il a dit, celui qui l'a volé qui meurt. Et il a marqué qu'une klalat racham, même Bechinam, elle s'applique. Ça veut dire que, vous avez compris ce que je veux dire? Et il ne savait pas que c'est sa femme. Ça veut dire que, mais il a défendu, il dit, mais comment il ose dire que je suis un voleur de Avodazara? Moi, Yaakov Avinu, c'est pas possible. Et donc, spontanément, il a répondu, vous avez compris ce que je veux dire? La spontanéité, il faut faire attention de contrôler. Ça veut dire que l'Yetzirah, il s'amuse avec des émotions, vous avez compris? Pour nous faire croire des choses, et qu'il faut être capable de ne pas tomber, il faut avoir l'avantage de l'émotion sans avoir l'inconvénient de l'émotion. C'est la maîtrise. Je suis une maman, voilà, je suis une maman, je suis une femme pour mon mari, etc., voilà, vous avez compris? Voilà. Et donc c'est important qu'on soit capable mais quand est-ce qu'on est capable de le faire? Quand on a compris en fait son rôle. Vous avez compris? J'ai compris mon rôle, parce que je sais ce que j'ai à gagner de m'énerver, ou je sais à gagner de répondre à mais je me mets pas dans la peau de celui qui va subir ce choix, mais dans celui qui l'impose. Vous avez compris? Voilà. Et donc celui qui l'impose. Et c'est pour ça que moi je veux être efficace. Tachles, voilà. Et on veut que ça s'arrange. Donc on n'a pas le temps, on est pressé. Mais en fait c'est forcément dans notre intérêt et aussi au détriment des autres. C'est ça que je voulais expliquer. Il a pas gagné grand chose de prendre l'île de son père et de le mettre dans la chambre de sa mère. Il a pas gagné grand chose de penser qu'il allait juger à la place de son père. Vous avez compris? Etc. Qu'on a décidé, comme vous avez dit, de quel droit je me permets de juger un enfant au détriment de son papa? C'est à lui. D'abord, c'est pas à moi de juger. Moi je suis l'enfant, et l'autre, c'est à mon père de juger, c'est pas à moi de juger. Vous avez compris? De condamner, encore pire. La question, j'aurais dit avant, écoute, papa, ton fils il est arrivé, occupe-toi de ton fils. Voilà ce qu'il est en train de dire. Franchement, c'est vexant, il nous doit dire que ça. Bon, papa, il aurait dû s'en occuper. Ça va? Mais tout ça, c'est parce qu'on interprète, mais papa, il aime cet enfant plus que nous, il va jamais lui faire des reproches. On fait des calculs tout seul. On répond à des questions qui sont en fait, je ne sais pas si les réponses elles viennent de moi ou elles viennent de mon etc. Dis ouais papa, de toute façon il est parti pris, il va jamais jugé, on va le faire nous-mêmes, vous inquiétez pas, parce que papa, si jamais il va s'en occuper, il n'est pas capable de s'en occuper. Mais de quel droit? Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris comment ça manipule Yitzhak? Parce que ça nous intéresse. Mais on doit être capable d'avoir la maîtrise. Vous avez compris? La maîtrise des sentiments. L'avantage et pas l'inconvénient. C'est comme Chava, l'avantage qu'elle a. Regardez la différence. Chava, elle va proposer à son mari de manger du Etzadat. Ça va? Elle a réussi ou pas? Très bien. Mais il était d'accord ou pas, lui? S'il a mangé, c'est qu'il était d'accord. Donc elle était avec lui ou contre lui? Alors qu'elle était contre lui. Il a dit, Hachem, il a dit, Kishamarta lekol ishtecha. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et tu as mangé du Etzadat, alors Arwa Adama la terre samodite. Donc il a écouté la voix de sa femme, il a eu tort ou il a eu raison? Il a eu tort. Par contre, quand Sarah, elle va dire à son mari, Garesh Tama Azot, Ved Bena, elle dit, écoute, je ne veux pas que
que tu gardes cette femme et cet enfant, parce que je ne veux pas qu'Ishmaël hérite de toi. Là, il était Rabbeinav, c'est-à-dire ce qu'elle a dit, ça lui semblait incohérent. Ouais, Hachem lui a dit Shma Bekola. Alors là-bas, il fallait écouter sa femme. Et là-bas, donc lui, il a dit mais elle est contre moi, mais comment elle a osé me dire attends, elle m'a proposé d'épouser Agar, j'ai eu un enfant avec Agar, j'ai eu Ishmaël, et moi, pour rien au monde, je vais me séparer d'elle et de cet enfant, jamais de ma vie. Vous avez compris pas? C'est contraire à ses midotes, de chesed et de ce que vous voulez, c'est contraire. Donc c'était Rabbeinav, c'était mauvais à ses yeux. Et j'ai dit écoute la voix de ta femme. Mais j'avais l'impression qu'elle était contre moi. En fait, elle était avec moi. Et moi, j'avais l'impression qu'elle était avec moi, elle était contre moi. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut savoir quand est-ce que c'est juste et quand est-ce que c'est faux. Chava, elle a des émotions, c'est une femme émotionnelle. Donc elle voit des choses que son mari ne voit pas. D'accord? Elle voit qu'il est Tahava, il est Nechmad, il est tout ce que vous voulez, l'arbre, il est fantastique. Elle est aspirée, elle est romantique, elle est ce que vous voulez. Elle est aspirée vers ça, c'est sa nature. Plus facilement séduite parce qu'elle va voir. Et Sarah, il va lui parler à elle. Maintenant, Sarah, elle est aussi émotionnelle. Elle a vu que Yitzhak Mesahek, Yitzhak il s'amuse. Rachid nous dit, en vérité, à la fin, en fin de compte, il va dire que de là, on apprend que Sarah, elle avait plus de pouvoir de prophétie que son mari. D'où ça? Mais quelle prophétie? Il marqué va terrer, elle a vu. Non, elle n'a rien vu du tout. Elle a compris. Regarde ce qu'il regarde, regarde de quoi il parle, regarde de machin. Elle a eu peur pour Yitzhak. Elle a dit, oh là là, ça va pas du tout, Ishmaël, ça va pas du tout. Mais ce qu'elle a vu, est-ce qu'Abraham, il l'a vu? Non. Mais est-ce qu'elle pensait qu'il avait vu? C'est sûr, d'où je sais qu'elle avait pensé qu'il avait vu. Parce qu'elle vient lui proposer la solution en lui disant il faut que tu te sépares de cette femme. Mais non, il fallait lui dire tu as vu ce qui se passe? Que quoi, il se passe quoi? Il se passe que Ishmaël tourne, comment ça il tourne? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'elle était sûre qu'il avait vu, parce que si elle était pas sûre qu'il avait vraiment vu, elle aurait dit il y a un petit souci avec Ishmaël. Il est en train de mal tourner et j'ai peur pour Yitzhak. Si elle pensait qu'il n'avait pas vu, ou du moins qu'elle doutait, elle aurait proposé cette question-là. Elle a proposé ou pas? Non, elle a proposé la réponse. Elle a dit, mais il faut t'en séparer. Mais est-ce que lui, il avait vu? Non. Donc les émotions qu'elle a eues, ça lui a servi ou desservi? Ça lui a servi. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut comprendre. Les femmes, elles ont une bina yetera. Elles sentent des choses. Ça te sert ou ça te dessert? C'est toi qui contrôles. Ça va? C'est ça. Ne sois pas impétueuse. Sois capable de maîtriser tes pouvoirs. Et pas faire que, tu vois, des fois, c'est au détriment de tes volontés. Parce que, voilà, tu vois, voilà. Il faut savoir, donc, savoir quelles sont mes capacités, mes pouvoirs de femme, et qu'est-ce que je vais faire avec mes pouvoirs de mère, mes pouvoirs d'épouse, mes pouvoirs de... J'ai des pouvoirs. Mais est-ce que j'en use, ou bien je les utilise au service d'eux? C'est vous qui décidez. Vous avez compris? Donc, la capacité de comprendre à quoi je sers, ça me permet de dire, là, ça va pas. Donc, je me retiens. Ou ça, oui, je m'engage parce que mon mari s'est trompé, etc. Mais ça, il faut savoir que votre mari n'est pas forcément dans cette capacité à revoir ce que vous voyez. Vous avez compris? Et ça peut être un défaut féminin parce que, mais je suis sûr qu'il a compris, donc je lui ai donné la solution. Il n'a rien vu, vous avez compris, ouais. Donc il va rien comprendre. Et c'est ça les conflits en fait de couple des fois, c'est qu'en fait on se comprend pas. Il y a un quiproquo. Mais elle m'a dit, sépare-toi de cette femme. Mais, en tant qu'homme, tu dis mais elle est jalouse, c'est pas possible. En tant qu'homme, elle est jalouse, alors qu'elle n'a jamais été jalouse. Et quand il fait la tête, qu'est-ce qu'elle pense elle? Voilà, là, il veut défendre Ishmaël au détriment de mon fils, mais il est fou, mon mari. Vous avez compris ce qui se passe? On ne se comprend pas. Parce qu'en fait, on n'a pas su gérer nos natures différentes. Et donc, on est dans un quiproquo. On a des mots qui correspondent à des sentiments. Et les sentiments sont mal perçus par ceux qui ne les a pas. Abraham, il n'a pas ce sentiment-là. Donc, il ne voit pas ce qu'elle veut dire. Il a fallu qu'Hachem dise, écoute la voix de ta femme. Il n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Hein. Parce que pour ce que tu entends, ça ne va pas du tout. Par contre, écoute ce qu'elle a voulu te dire. Qu'est-ce qu'elle a voulu te dire? Elle a voulu te dire que c'est dangereux pour Ishmaël, pour Israël. Voilà, vous avez compris? Et c'est pour ça qu'Hachem a dit que la lumière soit. Toujours. Ouais. C'est pour ça qu'elle a vu un feu. Et c'est pour ça qu'on va s'arrêter là. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Avec plaisir.